Moi, c'est Bernard Yanouk, je suis professeur des universités à Centrale Supélec. Et puis, je dirige un laboratoire de génie industriel, avec à peu près 90, 100 personnes. Cette présentation, c'est sur une méthodologie et non une théorie, donc ça va permettre aussi peut-être, à l'issue de ça, de poser des questions sur la différence entre les deux. Et de manière complémentaire à l'exposé de Benoît, je vais tenter d'apporter des réponses, ou tout au moins d'utiliser certains mots de vocabulaire que j'ai vu apparaître. Alors, entre la théorie CK que Benoît a présentée, et qui est vraiment utilisée dans des contextes d'entreprise, des contextes, je dirais, multi-parties prenantes. Il y a beaucoup d'emphase qui est donnée à la créativité et à l'idéativité, ou à l'idéation qui maintenant, effectivement, s'intitule générativité. On partage des problématiques de savoir explorer des espaces. La notion de boîte, je vais en parler. La notion de concept et connaissance, je vais en parler. Puis comment démarrer une problématique de réflexion innovante quand on ne sait pas par où prendre la question. Je vais aborder aussi dans une méthodologie qui s'intitule Radical Innovation Design des notions d'exploitation, centrer cette présentation aussi sur des processus. Je vais parler des parties prenantes qui vont collaborer entre eux pour aboutir à un résultat commun. Je vais beaucoup parler d'observation parce que d'où est-ce qu'on tire cette connaissance? C'est une question que j'aurais pu te poser. Cette connaissance, elle ne vient pas forcément du groupe qui est en train de réfléchir, et c'est là peut-être une illusion et pour moi une limitation peut-être plus grande que la fixation. C'est comment on s'assure que le processus pour des gens qui vont déjà discuter fait qu'on aboutit, on s'est donné toutes les chances. Donc observer des choses, comment les observer, ça va nourrir aussi les connaissances évidemment, mais observer aussi beaucoup les usages et les activités des gens ou des personnes qui sont les bénéficiaires de la valeur. Parce qu'au final, on veut quand même faire du mieux quelque part pour un certain nombre de personnes. Je vais aussi parler de modèle économique et je vais aussi parler des compétences qu'il y a autour du processus de créativité et d'innovation. Donc, est-ce que organiser l'innovation disruptive, c'est possible? Ça semble assez contradictoire et ça peut, a priori, choquer des personnes. La théorie CK, c'est une sorte d'organisation avec un mécanisme, une théorie avec laquelle on va jongler avec l'art et la manière. Et il y a des approches autres qui existent également pour porter une réflexion innovante au sein d'un développement. Et moi j'inclus conception également dans la partie développement et on va dire industrialisation du projet. Alors quand on parle d'innovation, créativité, conception innovante, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Pas forcément d'ailleurs. Hein, on trouve beaucoup de choses autour de réflexions sur l'économie de l'innovation, le management corporate d'une entreprise en termes de recherche, en termes de positionnement marché, la veille marché, etc. À titre individuel, il y a un gros buzz autour des Living Labs, des Fab Labs, des Design Labs. Il y a toujours eu un buzz et une sorte de magie autour de la créativité et des outils de créativité. De plus en plus, quand on dit on fait de l'innovation, on enseigne l'innovation, on nous demande de vous enseigner l'agile management. Pas forcément. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc il y a des effets de mode aussi. Il faut être agile. Bon, ok. Je ne sais pas pourquoi. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Alors, pour vous dire un petit peu ce sur quoi j'ai porté une grande attention, je vais juste un tout petit peu vous dire qui je suis, par où je suis passé, et peut-être vous comprendrez ce qui en a abouti. À la base, je suis agrégé de mécanique, et puis j'ai fait une thèse en intelligence artificielle, en CIFRE, dans l'entreprise, chez Dassault Systèmes, pour réfléchir à la conception automatique des systèmes mécaniques. Et puis je suis rentré dans un laboratoire, j'ai contribué à développer du génie industriel. Alors le génie industriel, c'est les processus dans les entreprises.
essentiellement. Et ça s'est étendu en dehors des entreprises. Alors c'est quoi? C'est développer des méthodes, développer des conditions, des contextes pour lesquels les choses vont fonctionner et vont générer de la performance. Donc moi je suis piloté par la performance, ça marche pas. Pour autant j'adore les théories, c'est pas pour rien que je suis chercheur. Mais piloté par les performances, vérifier que ça fonctionne, pour moi c'est super important. Donc au final, je me définis comme un prof d'ingénierie de la conception, donc les théories de la conception pour moi vont de l'idée initiale, du point de départ, du C0, de la boîte ou du point qui est le point de départ, jusque le marché. Et donc, ça c'est la conception. Puis si en plus il y a de la nouveauté sur le marché, où il y a une sorte de disruption, c'est de la conception innovante. Et l'innovation, moi, c'est la rencontre avec le marché. Donc nécessairement, quand je parle d'innovation, il va y avoir des clients, il va y avoir même des marchés, il va y avoir des probabilités de succès ou d'insuccès qui doivent rentrer en compte dans ces notions-là. Et donc finalement, petit à petit, je me suis quand même intéressé, la mécanique, l'intelligence artificielle, ça ne suffit pas, quand même s'intéresser au marketing, aux sciences de gestion, comment fonctionnent les entreprises, évidemment. Et puis aussi à la stratégie des entreprises, et puis à la créativité, à la psychologie des gens. Et le génie industriel là-dessus, c'est comment tout ça, ça peut se marier dans des processus, parce que tout ça, il y a un temps limité dans les entreprises, il y a de l'argent limité, il y a des compétences limitées. Tiens, il y a mon collègue qui a du temps, je le prends, et puis je fais un groupe, et puis au bout d'un moment, il y aura un résultat, et on prendra le résultat avec la valeur qu'il a à un moment donné, qui est imparfaite. Donc il faut essayer de faire mieux avec des contraintes. On est sur Terre, avec des contraintes limitées. Donc c'est dans cet état d'esprit, je dirais de génie industriel, que je m'intéresse à l'innovation. Et puis, alors c'est pas simplement ce dont je vais vous parler, c'est pas simplement d'une méthode pour innover sur des produits industriels où on fait des voitures, des avions. C'est aussi, moi dans mon laboratoire, on travaille sur la conception de services de santé. On travaille sur des bouts de solutions innovantes pour les smart cities, pour les smart mobility, etc. Donc, le génie industriel peut s'appliquer avec cette optique-là dans la conception de systèmes complexes, avec de la génération de valeur pour de multiples parties prenantes. Et donc, moi j'enseigne un cours d'innovation en deuxième année de Centrale Supélec, et je m'occupe également d'une option de dernière année en stratégie R&D et développement de produits nouveaux, produits au sens large, et ça peut être de faire de l'innovation dans le contexte de l'économie sociale et solidaire, avec de multiples parties prenantes, sans forcément une entreprise qui va mettre sur le marché des produits ou des services. Donc, je vais parler, quand je parle d'innovation, c'est de produits, de services ou d'organisation. Et ici, on voit apparaître quelque chose entre les deux, un niveau intermédiaire qui est comment j'organise mes processus d'innovation. Et donc moi, c'est essentiellement ça que je vais enseigner à mes élèves pour finalement devenir des directeurs, on appelle ça CIO, des directeurs d'innovation, des chefs de projets innovants, où là on doit leur apprendre ce que c'est une feuille de route recherche, une feuille de route marché, la gestion des budgets dans les projets d'innovation, et la cascade qu'il y a entre la recherche, les projets d'innovation non finalisés par rapport à un lancement sur le marché, et des projets de développement qui là sont finalisés et qui alimentent des business lines dans les entreprises. Et on a un rôle de plus en plus important de cet enseignement autour des notions également d'innovation ouverte. Comment tisser des liens gagnant-gagnant pour créer des écosystèmes autour des grosses entreprises, des écosystèmes d'innovation, et également faire que les petites boîtes start-up high-tech émergentes y trouvent leur compte. Et moi je pense qu'ici, on voit bien ce qui se passe au niveau des SAT dans les universités, ce qui se passe au niveau du design lab et de la montée en compétences des gens en innovation et conception. Il y a des vrais savoirs qui sont en train de naître en France, de se développer dans les incubateurs. Il y a de plus en plus de méthodologies pour éviter
qu'il y ait autant d'échecs dans le lancement d'une innovation. Alors moi j'ai essayé de reprendre un ensemble d'idées autour de l'innovation, peut-être plus de créativité, et je proposerai dans une première partie de faire ce qu'on appelle une purge, vous connaissez ça, donc on va essayer de reprendre un certain nombre d'idées qui sont encore des idées dominantes, partagées par beaucoup de personnes. Et moi je vais donner mon avis là-dessus, donc je ne demande pas si vous le partagez. Et donc ces idées sont dominantes, convenues. Il est bien connu qu'il faut penser en dehors de la boîte. Il est bien connu que pour être créatif, il faut être plus créatif dans les entreprises où on n'a pas assez d'idées. Donc ce sont des idées qui existent, qui sont en partie vraies et en partie fausses. Et comme elles sont en partie vraies et en partie fausses, c'est donc contextuel, la vérité. Et si c'est contextuel, autant ne rien dire pour ne pas en faire une généralité. Et je pense que moi, elles peuvent être contre-productives, ces idées-là. Il faut générer beaucoup d'idées. J'ai une bonne idée. Il n'y a pas de mauvaise idée. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise idée, d'après vous? Développons rapidement une solution pour voir. Donc ça aussi, c'est une... les entreprises nous demandent toujours ça. Il faut des POC, des Proof of Concept. Il faut qu'on ait quelque chose pour que nos décideurs qui ont 5 minutes prennent des décisions. C'est probablement une grande catastrophe, cette notion-là. Donc il faut aussi essayer de donner des éléments tangibles de preuve à nos décideurs sur des champs de possibles, des champs d'innovation, je reprends effectivement ce vocabulaire, sans qu'on ait besoin de développer un POC qui va montrer une possibilité, parce que sinon on réduirait tout ce qui peut encore se passer dans les micro-étapes de créativité, dans le processus de développement et de conception, pour le coup, plutôt que de conception préliminaire ou d'idéation du départ. Alors, je vais en illustrer quelques-unes, et peut-être je vais me mettre en porte-à-faux avec Benoît, mais c'est quelque chose qui me fascine aussi, et j'ai bien lu tes papiers et ceux de Yoram notamment. Là, si vous tapez Thinking Inside the Box, vous avez 10 000 références de consultants qui vous font du Thinking Outside the Box. Et vous avez ça c'était l'année dernière que j'ai tapé, après 15-20 pages, quand je pose Thinking Inside the Box, vous avez 2 cabinets de consultants qui prennent le contre-pied. Thinking Inside the Box, c'est pas si idiot que ça. Pourquoi c'est pas si idiot? Parce que on a deux voies en innovation. On a 2 moteurs d'exploration en fait. On a le moteur majoritaire qui vient des années 60 des États-Unis et de l'école de psychologie de Palo Alto. Le brainstorming, c'est un outil super. Mais de toute façon, même en brainstorming, il faut partir d'un C0, d'une idée précise. Et tout ça, ça a façonné beaucoup d'a priori sur le fait que il faut essayer de fleurir de partout, de collecter ces fleurs ou ces graines, d'en faire un filtre dans une étape convergente, en exploitation, et ensuite d'exploiter celles qui subsistent. Ça marche super bien, et il faut l'utiliser, évidemment. Il y a aussi une autre manière de penser, qui est moins médiatisée, qui est apparue dans les années 80 chez Toyota, et qui explique le succès de Toyota depuis, je dirais pas 37 ans, puisque le groupe Renault-Nissan est en train de devenir le premier groupe du monde, mais quand même depuis peut-être 35 ans. Toyota a une manière magique de concevoir qu'on appelle le set-based thinking, et qui consiste à dire, je vais essayer non pas de raisonner sur des points précis et de rebondir comme une puce de manière opportune sur des nouvelles idées et de représenter cette floraison d'idées, mais je vais au contraire essayer de brasser large au départ, de définir des champs d'innovation, d'explorer ces champs d'innovation en termes de leurs conséquences que ça aurait dans mon écosystème de conception, les contraintes de conception, la stratégie d'entreprise,
et de voir ses conséquences et de réduire le champ des possibles au fur et à mesure. Donc, vous avez une démarche qui est une démarche, on va appeler ça en théorie de l'optimisation des systèmes, une démarche qui est aléatoire ou stochastique, comme on va dire les algorithmes génétiques ou les algorithmes de nuages, de nuées d'oiseaux, par exemple. C'est-à-dire, vous avez une paintbrush, c'est-à-dire que vous regardez dans différents points, différentes idées dans l'espace des possibles, et vous avez une autre possibilité qui est de considérer des espaces entiers et de réduire le champ des possibles et de ne plus revenir en arrière. Donc, ça recommence à être... Alors, ça a été redécouvert dans les années 90-2000 par des profs du MIT qui sont allés chez Toyota pour voir ça. Donc, il y a eu pas mal de papiers dans Harvard Business Review. Et puis, il y a des techniques en intelligence artificielle pour essayer de raisonner sur des espaces de possibles qui ne sont pas des choses précises, qu'on appelle, il y a différentes techniques pour ça. Les consultants en ont fait aussi une méthode qu'on appelle Set-Based Concurrent Engineering. Ici, vous aviez une conférence en 2016 qui nous montre que justement, il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser ce type d'approche plutôt que l'approche venant de la psychologie, les processus stochastiques et prendre un certain nombre de points particuliers. Donc, une approche en réduction d'incertitude. Et donc, réduction d'incertitude veut dire qu'on part d'un espace au départ qui est large, et donc de ce qu'on appelle une boîte. Et donc, cette boîte-là, moi, je vais proposer en fait de la définir par un champ d'activité. Un champ d'activité ou un champ d'usage ou de user experience. Et à partir de là, on a une logique pour définir les périmètres système. Et donc, on va avoir une approche système pour définir cette boîte de départ. Et on va avoir une certaine exigence d'ingénieur, en fait. Je suis dans une école d'ingénieurs. Une exigence d'ingénieur d'essayer d'être, évidemment, c'est une utopie, d'être le plus exhaustif possible pour, à l'intérieur de cette boîte, découvrir finalement les connaissances et les solutions qui sont à l'intérieur. Après, des gens ont théorisé sur la théorie du niveau, etc. Je ne rentre pas trop dans la théorie. Il faut être plus créatif, on n'a pas assez d'idées. Donc ça motive de travailler sur la créativité. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises où c'est à peu près le contraire. Et puis des fois, c'est les deux en même temps. Et donc finalement, il y a quelque chose d'assez important aussi dans l'innovation, c'est la mesure, la métrique de est-ce que c'est vraiment innovant, quel type d'innovation ça apporte, et aussi dans la notion de sélection. Donc beaucoup de gens, de collègues travaillent en créativité, mais finalement ne développent pas beaucoup l'aspect IT Selection ou Innovative Project Selection. Les entreprises en sont aussi dépourvues, elles incitent les cadres à être innovants. Ces cadres produisent des idées, et ensuite on a une assez grande pauvreté dans l'évaluation des potentiels de ces graines qui ont germé. Tout le business, tout l'intérêt d'un directeur d'innovation, c'est d'essayer d'avoir plus de graines au départ, d'avoir des meilleurs filtres de sélection qui filtrent plutôt les choses, avec une connaissance experte de quelle est la probabilité que cette graine me révèle de la valeur sur le marché. Donc on s'est intéressé à cette question, puis finalement il y a un modèle dominant dans les entreprises, c'est un modèle qui nous vient du design thinking. Donc, vous avez aussi entendu parler du design thinking. Le design thinking, c'est tout simplement, depuis une douzaine d'années, c'est deux mots sur il faut avoir un processus qui part de poser le problème, observer, concevoir des concepts, prototyper et valider. En gros, sous chacune de ces 4 ou 5 étapes, vous avez un certain nombre d'outils. Et donc, il y a un cabinet de consultants en Californie qui s'appelle IDEO, qui a inspiré les Apple, les Google, machin, qui a lancé
qui a notamment ce modèle hein, qu'on appelle désirabilité, faisabilité, viabilité, et qui donne un certain paradigme de ce que c'est la sélection de l'innovation. Il faut que, effectivement, ce soit désirable, faisable et viable. Désirable et mis au-dessus, c'est pas un hasard. Au départ, il faut faire un truc qui plaise aux utilisateurs. Et donc, finalement, il y a une vision assez, peut-être un peu mercantile, parce qu'on en arrive à... Il y a eu pas mal de papiers sur ce qu'on appelle le wow effect. Donc, il faut que ça jette, quoi. Si votre utilisateur il dit pas wow, c'est terminé, dès le départ. Pas la peine de continuer à essayer d'innover ou de creuser ce sillon. Ça me semble, moi, assez futile, mais c'est discutable. Quelque part, il va falloir, à la fin, l'innovation, l'emballer dans du bois ou quelque chose, évidemment, pour le vendre. Mais moi et mon équipe, on a proposé depuis maintenant 7-8 ans une série de quatre grands critères d'évaluation. L'utilité, la nouveauté, la profitabilité et la preuve de concept ou la preuve de faisabilité. Donc il y a eu des papiers qui comparent tout ça, puis il y a d'autres métriques qui viennent également de collègues qui font des travaux théoriques en idéation, c'est-à-dire la quantité et la qualité des idées générées à l'issue d'une étape de créativité. Et vous voyez que ces indicateurs d'idéation et d'innovativité, ça c'est des indicateurs d'innovativité, ne mesurent pas la même chose. Moi je me place à l'entrée du marché et je regarde si ça marche ou pas. En créativité, on se place à la sortie d'une séance de brainstorming. Et après, il y a quand même une série de transformations. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a essentiellement usefulness, utilité. Donc, ce que je vais vous dire par la suite est teinté en fait d'un parti pris qui est que une innovation, c'est quelque chose qui va créer de l'utilité dans la vie de tous les jours des bénéficiaires de la valeur, qu'on soit en business to business, je fournis un produit ou un service à une seule entreprise, ou en business to customer, ou en business to society. Donc la notion d'utilité. Et comme je suis un ingénieur, et que je veux aussi piloter mon entreprise, ce qui m'intéresse, c'est des métriques. Comment je peux mesurer cette utilité, voire même ce potentiel d'utilité, parce que quand je suis à l'idée de connaissance ou de concept assez grossier, comment je peux essayer de mesurer qu'il y a un potentiel d'utilité. Alors, en 2011, on a commencé une thèse, c'est pas du tout dans le domaine de la mécanique, c'est dans le domaine de cluster d'innovation en santé. Et en 2011, il y avait quelques universitaires et entreprises, il y en avait 6, dont Supélec. Et on s'est dit, il faut développer une filière industrielle et sociétale qui est l'aide et la qualité de vie des personnes âgées. Et c'est ce qui s'appelle maintenant la Silver Economy. Donc, quelques années plus tard, actuellement, hein, ça a été créé en 2009 réellement, 8 ans plus tard, la Silver Valley est le premier cluster d'innovation en santé en Europe, qui a essaimé donc au Canada et bientôt au Japon. Donc avec mon doctorant, on avait deux missions, c'est en faire vraiment une organisation concevante. Donc on a défini des activités de conception avec les partenaires. Et puis le deuxième point, c'était qu'il fallait gérer, allouer un budget qui à l'époque était de 20 K euros, qui maintenant est de 200 K euros, pour inciter des innovations utiles pour des personnes âgées et en même temps utiles pour créer de l'emploi sur le bassin parisien. Les 2 premières années qu'on était dans le jury de la bourse d'innovation, c'était un mess total, il y avait autant de personnes qu'ici aujourd'hui, avec 15 compétences différentes. Du responsable de médecine à la responsable d'Alzheimer France, en passant par des corps d'État, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Un mess total. On les a observés pendant 2 ans. Puis on s'est dit, on va proposer finalement une sorte de cartographie quels peuvent être les grands points pour juger d'une innovation qu'on va vouloir financer dans ce cadre-là. Et on en a déduit cette notion-là, on l'a testé pendant ensuite 3 années, statistiquement. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le classement des gens,
que font les gens, et puis ensuite on relève leur grille de notation UNPC, et on corrèle pour voir si le classement est en accord avec ça, et on a des très très bonnes corrélations. Donc on essaye d'avoir des preuves statistiques sur l'efficacité de nos indicateurs. Actuellement, ce modèle est en train d'être déployé chez Aléo, qui a une vraie politique en fait, de gestion de l'innovation, et pour avoir beaucoup plus de petites billes au départ, qu'on va sélectionner très rapidement. Ça donne des choses comme ça. Là, ça, c'est le processus qui existe, et donc qui a été utilisé maintenant depuis 2013. Donc on a ces petites billes là, c'est des idées. Des idées ou des projets, ou des choses à des stades plus ou moins avancés. D'ailleurs, quand on parle d'idées ou de concepts, il y a une foultitude d'états d'avancement de concepts. Donc c'est vraiment intéressant, quand on fait de l'innovation, donc de définir ces différents niveaux d'avancement de concepts innovants. Alors ça arrive à tous les... selon toutes les formes. Et on va faire deux jurys pour vous donner un petit peu ce à quoi aboutit notre recherche. Un jury utilité et nouveauté, où on va éliminer toutes les idées qui n'ont pas un potentiel, une probabilité de révéler de la valeur en innovation sur le marché. Quand je parle du marché, c'est les personnes âgées n'ont pas forcément le moyen d'acheter. Hein. Ça inclut aussi forcément l'aide de l'État. Et donc, on élimine tous les projets qui n'ont pas assez d'utilité et de nouveauté, parce que c'est impardonnable de ne pas en avoir. Parce que ce n'est pas la peine d'essayer d'habiller la solution si, au cœur, on n'a pas de l'utilité et de la nouveauté. Et puis après, on va être patient. Il y a ceux qui ont tout pour réussir, hein, et puis qui n'ont pas besoin d'argent, donc on leur donne le label, finalement. On leur donne le label. Et puis il y a ceux qui n'ont pas encore bien détaillé leur solution, donc on est dans le monde de la solution plus du concept, et pour lequel on ne sait pas si la profitabilité et la preuve de concept, la faisabilité industrielle, sociétale, l'acceptabilité des usagers est prouvée, et on va les aider à améliorer ça. Alors comment on fait? On va faire un check-up, un diagnostic, donc on a c'est inspiré des outils de la qualité, on fait un diagnostic finalement UNPC du potentiel de l'idée, et puis sur les aspects qui manquent, eh ben, on va utiliser les compétences des membres du cluster d'innovation pour les aider à progresser dans une cartographie UNPC. Donc on voit vraiment que c'est des outils de pilotage et qui sont utilisés à l'heure actuelle. Pour un tout petit peu dire les résultats, donc ça a été mis en place ça en 2013. Avant 2013, sur 20 entreprises qui ont eu des labels, aucune n'a subsisté. Depuis 2013, sur 20 entreprises qui ont eu le label, il y en a à peu près 4 par an. Les 20 entreprises existent toujours et ont levé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je vous donne encore un exemple. Y a-t-il des bonnes et des mauvaises idées, et quelle est la nature de l'idée? Il est extrêmement important d'avoir une catégorisation des concepts. Est-ce que c'est une idée de problème ou une idée de solution? C'est fondamental. Et là, je vais revenir à un débat qui est très très ancien sur la dialectique, en fait, problème-solution. Il est très important de définir l'utilité dans le monde des problèmes sans absolument prendre de décision sur la structure de la solution. C'est très très important. Parce qu'à partir de là, on peut quasiment faire un business plan sur la quantité d'utilité que vous voulez apporter à vos usagers. Et c'est ce qu'on va proposer, nous, dans l'approche Radical Innovation Design, c'est de bien spécifier la partie du problème qu'on veut résoudre et de montrer que ce problème n'a jamais été résolu et qu'il est très important. Je vous donne ici un exemple de comment c'est utilisé pour sélectionner des idées innovantes. On a ici un déambulateur motorisé qui a été esquissé qui a été designé par une designeuse qui sortait de l'ENSAD, avec des coups très très brillantes, cette designeuse, et elle a remporté un concours national de 80 000 €. Et elle arrive devant à nouveau pour remporter un deuxième concours. L'idée paraît vraiment intéressante parce que des personnes qui ne pouvaient plus marcher vont ressortir dans la ville avec ce déambulateur pour franchir des marches automatiquement et ne pas avoir
sans avoir besoin de pousser le truc. Et au final, ce truc-là, c'est au moins, en termes de mécanique, de la complexité d'un Segway en termes d'asservissement, parce que c'est un équilibre instable, et ça va coûter plus qu'un bras à la personne âgée. Et donc finalement, on voit qu'en termes de profitabilité et de preuve de concept, il y a des manques énormes, parce qu'il n'y a même pas eu de confrontation avec un chercheur en robotique, par exemple, pour voir la complexité de ce truc-là. Le syndrome de l'avion renifleur, j'en parle même pas, mais il y a des concepts ou des idées, même dans le monde, des problèmes qui ne valent pas le coup d'être vécus parce que ça viole les principes de la physique dès le départ. Donc si moi je dois poser la question, y a-t-il un poids aux idées? Oui, je vais être vulgaire, on sait tous qu'il y a des idées à la con. Et pour autant, il ne faut pas les tuer dans l'œuf, évidemment. Parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent effectivement qu'il y a des idées qui paraissaient justement farfelues et effectivement qui n'ont pas été, il n'y a pas eu l'écoute de l'entreprise. Donc je prêche le double langage. Je vous donne un autre exemple. On a une littérature qui nous vient des États-Unis depuis 2 ans, de Californie. Alors ils essayent dans leur incubateur d'utiliser au mieux les outils pour innover. Alors typiquement le gros outil c'est le Business Model Canvas. Qui a entendu parler du Business Model Canvas? Le Business Model Canvas est développé par en fait, un prof, Yves Spigner de l'EPFL et Alex Osterwalder qui a à peu près 45-50 ans. Et ils en ont fait un cabinet de consultants qui est Strategizer. Je vous invite à aller voir ce qui se passe. Ils offrent une solution logicielle. Et c'est tout simplement une feuille A4. Une feuille A4 dans laquelle on représente la chaîne de valeur de l'innovation. Et au centre de cette feuille A4, il y a 9 cases. Il va y avoir l'offre de valeur, donc ici, la value proposition, l'offre de valeur aux utilisateurs. Et puis à droite, il y a les segments de consommateurs. Et à gauche, il va y avoir la chaîne industrielle. Et en dessous, il va y avoir les sources de revenus et les coûts de la solution. Et là-dedans, on peut innover dans toutes les cases. Donc c'est un outil d'innovation, c'est un outil de représentation de la chaîne d'innovation. Donc c'est super. Et en plus, on peut faire du verre. Oui, c'est pas mal. Et donc, ils utilisent des outils comme ça. Alors, donc ça, c'est très connu en management de l'innovation. Et puis, depuis 2 ans, il y a toute une littérature sur le fait que ça ne suffit pas. Il y a plein d'échecs d'entreprise. Je vous donne un exemple. Un étudiant de Caltech qui l'été, pour gagner sa vie, va tondre les terrains de golf. Et il se dit, pendant 2 mois, j'en ai sué. Je vais inventer avec mes amis une machine automatique qui va tondre les terrains de golf. La machine fonctionne bien, etc. Ils vont sur le marché, c'est un flop total. En fait, bien entendu, on se rend compte que ici, la notion d'innovation au sens très trivial du terme, moi, apportée sur le marché avec le succès, fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont censées avoir le besoin, qui ont vraiment ce besoin. Et donc l'utilité apparente n'est pas là. Tout simplement parce que les gens qui ont un job sur un terrain de golf, c'est juste du bonheur d'être à l'ombre et d'avoir du vent frais et de se balader. Donc en fait, il n'y a pas un vrai besoin. Par contre, juste à côté, en Californie, il y a des Mexicains qui cultivent des laitues, et eux qui ont mal au dos. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle un pivotage. Ils ont pivoté, ils ont changé leur idée pour donc valider une meilleure utilité. Et que dans la case Value Proposition, on est vraiment une proposition de valeur pour, ici en qualité, en quantité, des segments de consommateurs qui en ont vraiment besoin. Là où je veux en arriver, c'est que ce prof de management, Osterwalder, qui connaît un gros succès avec les 2 livres qu'il a lancés, qui est lu par tous les CIO américains, ce livre-là, pêche parce que ici on ne sait pas valider que c'est utile dans la proposition de valeur, qui est la première case qu'on remplit. On ne sait pas le valider quantitativement. Métrique, à nouveau, la métrique apporte des choses. Et donc, finalement, on a une théorie qui s'appelle Lean Startup, écrite par Eric Ries, qui est à la mode depuis 5-6 ans, qui est la théorie de l'entrepreneur aventurier qui doit gérer sa création de valeur, son offre de valeur, mettons qu'il développe une technologie,
Il doit imaginer un certain nombre de scénarios de développement en produits-services et de marcher derrière et de faire des business plans et de prendre, c'est quoi faire un business plan? C'est de développer une stratégie de revenus et d'investissement pour lever des fonds à temps. Voilà. Dans cet ouvrage-là, on se rend compte également qu'il y a très peu d'informations qui est donnée sur comment évaluer la pertinence de l'utilité de ce que je suis en train de développer dans ma start-up par rapport aux différents marchés que je vise. Bon, j'ai un autre exemple encore dans le domaine de la santé où, au final, c'est très rigolo, je vous l'ai dit, on a une boîte ici, c'est fait pour Alzheimer, des gens qui ont Alzheimer, et puis qui sont censés aller mettre dans la boîte des images avec la tête de leurs enfants ou éventuellement un sandwich pour dire j'ai faim, et puis ils mettent cette image à l'intérieur, le téléphone se fait automatiquement, ou l'aide-soignant arrive pour donner à manger, et voilà. Et donc, on a deux entrepreneurs que je connais personnellement. Ils ont travaillé 6 ans dessus. Ils ont récupéré 500 000 € de l'État par différents moyens. Il y a beaucoup d'aides en France. Et au final, ils ont fait leur mea culpa il n'y a pas très longtemps sur différentes scènes en disant que c'était une grosse belle aventure. Et le marché n'était pas prêt. Je n'ai pas été le seul à être un peu choqué. Et en regardant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, on se rend compte qu'ils ont fait une expérimentation à la 5e année, qui a coûté 100 000 €, dans une région, la Creuse, pour ne pas la nommer, forcément. Et donc, il y avait 100 personnes, un petit peu séniles, qui ont accepté parce que c'est des personnes en difficulté, de jouer à ce jeu-là. Il y en a 4 qui l'ont utilisé. Dans les 4, il y en a 3 qui ont demandé 10 fois à l'aide-soignante. Et l'autre 4e personne n'a pas trouvé d'utilité. La dernière personne n'a pas trouvé d'utilité. Et ils ont fait ça à la fin. Donc ça démontre bien également un autre travers de l'innovation, qui est qu'on a une illusion, quand on a un processus d'innovation, que la connaissance, elle est dans le groupe de conception, ou dans le groupe des parties prenantes qui va concevoir. Et moi j'ai une autre façon de voir les choses, c'est que on n'a pas encore les bonnes méthodes pour aller observer et capturer, c'est un peu un anglicisme, mais capturer qualitativement et quantitativement les modes de vie et les problèmes des usagers pour être capable ensuite d'alimenter cette machine CK qui va permettre d'aller vers des bons concepts. Et donc, cette illusion, elle est rarement décrite dans les problématiques de créativité. La créativité, souvent, c'est un groupe de personnes qu'on prend comme ça, sans trop staffer, même ces personnes-là, en termes de compétences ou de leur représentation, et vous savez bien l'importance que ça peut avoir. Et alors, on a trouvé un pis-aller depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur. C'est mieux, la conception centrée utilisateur. La conception collaborative ou le co-design, etc., c'est bien aussi, mais ce n'est pas encore tout à fait suffisant, c'est à mi-chemin. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un nombre de personnes limité, et puis forcément, on aura une connaissance de ce que vivent des centaines de milliers de personnes très partielles. Et donc, il va falloir utiliser d'autres approches pour essayer de capturer en qualité et en quantité l'ensemble des situations de vie des personnes à qui on veut faire du bien. Donc, l'optique que moi j'ai eue, c'est vraiment une optique extrêmement simple, c'est regardons des problématiques ou des modes d'usage de vie d'un certain nombre de personnes qu'on va cibler dans une boîte au départ, qu'on va appeler un champ non pas d'innovation mais un champ d'activité. Je cible ces gens-là, je regarde leur vie avec des méthodes très poussées d'observation quali et quanti, qui vont intégrer même le big data. Et ensuite, on va essayer de développer une solution qui, à coup sûr, va résoudre des problèmes. Là, en faisant une conception centrée utilisateur pour tester les concepts émergents, les preuves de concepts émergents. Donc Dyson, c'est vraiment sa philosophie. Tu prends un problème de tous les jours, tu le résous. Et puis, je citerai encore 2 Américains.
une star du management de l'innovation qui s'appelle Clayton Christensen, qui est prof à Berkeley, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Innovator Dilemma. Et alors lui, il a proposé un concept qui s'appelle Jobs to be done. C'est-à-dire que pour que vous fassiez de la bonne innovation, il faut simplement que vous simplifiez la vie et résolviez la vie de vos clients. Ça lui a valu en 2013, au Washington Post, le fait d'être nommé comme The Most Influential Management Thinker of the World. Alors il a inspiré des consultants, notamment un dénommé Ulvik, qui a fait aussi un best-seller, et donc ce best-seller, c'est What Customer Wants, qui est très plaisant à lire, et donc qui en fait propose un autre concept. Moi, il l'a proposé en 2005, j'ai commencé à développer ça avant, je me suis rendu compte que c'était similaire. C'est un concept qu'on appelle Design Outcome, et donc en fait, segmentation, pardon. L'idée, c'est de segmenter ce que va donner l'offre de valeur de notre innovation dans l'ensemble des vies différentes des gens, et d'évaluer la création d'utilité qu'il y a dans ces segments. Un segment, c'est quoi? Un segment, c'est large. Un segment, c'est un ensemble. Et on revient au set-based thinking. La segmentation, c'est très important. Ça permet d'embrasser de manière plus complète les gens qu'on veut viser. Voici mes inspirations. Donc, innover en rupture. Une méthodologie a été développée donc depuis 10 ans. Qui est celle-ci. Pourquoi c'est une méthodologie? Parce qu'il y a une terminologie. Il y a un ensemble de mots, de vocabulaire, qui se définissent en 4-5 pages, qui s'apprennent en 2-3 jours. Et derrière, il y a des concepts, hein, des définitions. On définit le mot concept aussi, on définit problème, solution, etc. Et puis, on a un processus structuré, parce que ça a pour but d'être utilisé dans les entreprises en phase d'innovation préliminaire. On en fait un serious game et on commence de plus en plus à enseigner simplement par le jeu. C'est très plaisant. On a des algorithmes. Il est possible d'avoir des algorithmes? Ben oui. On va avoir des métriques, vous allez voir. Et ces métriques, on va les utiliser, on va mélanger les choses et on va essayer d'en sortir quoi? Ben, quelque chose de super important. Quelles sont les bonnes parties du problème qui valent le coup d'être innovées? Je vous ai dit, le problème est important, parce que dans le problème, on définit la pertinence de l'utilité, de la nouveauté, et ensuite, la solution n'est que la réalisation. Donc, on va nécessairement travailler dans deux mondes, le monde du problème et le monde de la solution. Donc, on a des algorithmes, on a commencé à publier là-dessus, ça marche bien, et ça fait énormément aux entreprises. On a des livrables attendus, on a une dizaine de livrables attendus. Les livrables attendus veut dire qu'on peut avoir un système de support d'information pour capitaliser la traçabilité du processus d'innovation. Et ça, c'est pas mal. Parce que les entreprises, elles nous disent, ah ouais, bah actuellement, dans notre entreprise, on n'est pas encore au stade de pouvoir argumenter de pourquoi, quel a été le chemin. Donc ces cas nous donnent aussi un chemin pour dire quel raisonnement on a eu et pourquoi ça crée de la valeur comme on le pense. Alors, voici des exemples qu'on développe d'année en année avec nos étudiants. Chaque année, donc, il y a à peu près de 4 à 10 entreprises. Et donc, on a des entreprises qui développent des services de santé connectés, Withings. Purinote, tiens, pour un peu de votre domaine, c'est du pet food. Comment être innovant sur du pet food. Ici, c'est de la microfluidique. Ici, c'est de la téléphonie pour personnes âgées. Ici, c'est de la cobotique. Comment des robots peuvent être utiles dans les métiers du bâtiment ou dans les métiers de l'hôpital. Pourquoi c'est intéressant ça? Pourquoi une méthode qui va essentiellement s'axer sur la compréhension des modes de vie, des usages des gens, est intéressante pour des entreprises high-tech? Parce que ces entreprises high-tech, elles maîtrisent très bien leur technologie. BA System, vous tapez BA System, c'est le numéro 2 de robotique en France. Et ils sont excellemment bons et ils font des robots collaboratifs avec les gens qui vont envahir nos rues très très bientôt. Ça se discute si c'est bien ou pas bien, hein, forcément. Mais eux, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de scénariser des histoires qui vont être créatrices de valeur. Donc ils ont besoin de raconter des histoires de ce robot, il va avoir quelle fonction, il va faire quoi, et donc ça va créer vraiment de l'utilité
en essayant de ne pas en créer de la dévaleur, trop de dévaleur, c'est le problème de l'innovation aussi, et tout en étant faisable et économiquement viable. Sinon, ce n'est pas la peine d'imaginer que cette tâche peut être remplacée utilement par un robot. Et c'est ça dont ils ont besoin, c'est ça qui crée de la valeur en innovation. Donc on travaille avec des sociétés très technologiques, hein, Thales, Optronic, qui font l'armure du fantassin du futur. Le 41%. D'accord. Alors je peux demander 5 minutes de plus du coup. Alors le processus en question, il va avoir un point particulier ici, c'est là où on passe du problème à la solution dans un mode de réduction d'incertitude, sans beaucoup de boucles arrière. On part d'une boîte, activité film, et on va dans cette boîte développer un langage à base de quels sont les problèmes ou les douleurs dans des situations d'usage vécues par des usagers qui sont des usagers qui ont été screenés dans le périmètre de développement. Et puis je vais avoir un algorithme qui va me trouver ce qu'on appelle des value buckets, des poches de valeur. Donc ça, Clayton Christensen avait trouvé le terme. Et nous, on a un algorithme de support pour le mettre en œuvre. On a forcément beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la connaissance. Et ici, on va avoir un choix qui est un périmètre d'ambition. On va prendre certaines poches de valeur qui vont être pertinentes pour l'entreprise à un moment donné et qui vont être stratégiquement différenciantes par rapport à la concurrence. Donc là, l'entreprise rentre en ligne de compte, mais pas avant, ici. Et ensuite, on va à la fois concevoir le business model. Donc on a développé aussi une méthode qui est une adaptation business model canvas de Reed. Et on développe ici la solution avec 2 étapes de créativité. Une pour inventer une histoire de user experience innovante et l'autre pour imaginer l'architecture de la solution. Et tout ça c'est piloté par une création, un pilotage UNPC avec des feux qui s'allument à tout moment pour lesquels il y a des voies qu'on ne comprend pas dans l'art des possibilités. On en a fait ici un ensemble de board games. On a actuellement une dizaine de jeux. Et on en a fait tourner 4 ou 5 cette année. Et tout ça, ça va se digitaliser très, très rapidement. Ici, on voit qu'on modélise des scénarios d'usage, c'est-à-dire que pour 4 segments, on parle de segments d'usage et d'usagers. Pour chaque segment d'usage, on va raconter les histoires de ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien. Ce qui se passe moins bien, on va appeler ça des problèmes, et on va essayer de les résoudre. Donc on est dans un mode de résolution de problèmes, mais avec une ambition d'avoir une couverture assez large. Un des jeux, par exemple, c'est Design Your Knowledge, donc, où là on utilise uniquement une toute petite part peut-être de CETA, et où on doit effectivement imaginer ce qu'on appelle les connaissances profondes qu'il va falloir consulter parce que ça a un rapport avec notre problème. Donc là aussi, on a aussi un petit savoir-faire là-dessus. Alors pourquoi c'est un langage et qu'il y a des outils méthodologiques? Le langage, l'ontologie, les mots qu'on utilise au cœur de la méthode Reed, c'est des situations d'usage et des problèmes qui se posent. Donc un petit jeu va consister avec deux decks de cartes à essayer d'imaginer très, très spontanément quel peut être le rapport entre apprendre à plonger et puis la pression sociale par exemple. Donc on essaye de marier ça dans des scénarios d'usage où des choses se passent bien et moins bien. Donc on a un jeu avec différents modes de jeu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une approche qui est bien connue en conception, qui est une approche qu'on appelle DSM pour gérer les problèmes complexes, donc Dependency Structure Modeling. Donc on a 2 profs du MIT, Steven Eppinger et Ulrich, qui ont proposé, pour le coup, là, une méthode de conception qui s'appelle DSM, qui est l'évolution d'axiomatic design dont a parlé Benoît, et qui consiste à relier des dimensions qui sont d'ordre managérial, du projet, des parties prenantes, des attendus fonctionnels du besoin, etc. On a repris un petit peu ces ensembles d'approches et on croise 3 matrices. Alors la matrice qui va croiser les solutions des problèmes, les situations des problèmes, et les situations et les solutions existantes. L'idée c'est quoi? C'est que les solutions existantes, ce sont toutes les solutions qui peuvent résoudre en partie les problèmes qu'on a embrassés. Et on va faire des opérations matricielles et on va en déduire ici une matrice qu'on appelle la matrice des poches de valeur, qui va nous faire apparaître les problèmes saillants dans des situations fréquentes et qui sont des problèmes non résolus par les solutions existantes. Et donc là, si on adresse ces problèmes-là, on est au sens
d'une autre méthode d'innovation qu'on appelle stratégie océan bleu, dans des océans bleus, c'est-à-dire on va traiter des problèmes qui n'ont pas été traités par les autres et qui valent le coup d'être traités. Et donc on va faire de la créativité focusée dès lors qu'on aborde la solution. On va partir en brainstorming sur des points qui valent le coup d'être développés pour, à coup sûr, avoir des solutions qui répondent à des problèmes utiles. Ensuite, je passe bien sûr très rapidement et je conclue. Pourquoi c'est une méthode set-based thinking qui prend le contre-pied de la méthode dite des personas développée par Cooper dans les années 90. La méthode des personas, c'est scénariser ce qu'on observe en personnalisant extrêmement les personnages. Il ne faut pas faire ça pour moi, parce que c'est une méthode de créativité, la méthode des personas, mais ce n'est pas une méthode pour capitaliser l'ensemble des douleurs du monde sur un ensemble de situations d'usage. C'est trop fin, ça ne définit pas assez une classe. Donc nous, on a une approche différente de cette méthode, qui consiste à caractériser, tiens, on va innover pour Stanley Black & Decker, et l'idée, c'est de faire une lampe intelligente pour bricoleurs. Stanley Black & Decker, cette année, nous dit ça. Ça fait longtemps qu'on a cette idée-là. Et puis, ils ont développé un prototype qui coûtait 50 000 € d'une petite lampe stylo qui vous suit pour bricoler. Et ben donc, nous, on a commencé par regarder un petit peu tous les segments d'usagers qui utilisent des lampes hein, et qui ont des problèmes. Et on a généré des classes de problèmes dans des situations d'usage qu'on retrouve à peu près dans tous ces métiers-là, avec une classification fonctionnelle des solutions. On a croisé tout ça et on en déduit des poches de valeur qui nous permettent d'exprimer dans un langage naturel où est la valeur à créer. Je vais passer ça. Donc, vous avez 4 sous-processus dans RID. Dans le sous-processus business, business model, on va donc utiliser cette méthode, cette machine aussi à identifier des problèmes intéressants pour, dans le business model Canvas ici, initier la conception innovante de la chaîne de valeur avec des pépites d'innovation qui sont des poches de valeur qui ont une utilité et une nouveauté confirmée. Et c'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on va définir des segments d'usagers et une offre de valeur qui sont déjà en grande partie validés dans le monde du problème, alors qu'on n'a pas encore conçu les choses. Et ensuite, en spirale, alors là, effectivement, il n'y a pas de méthode, on va essayer d'innover dans tous les autres aspects de la chaîne de valeur. Donc on a commencé à publier là-dessus, ça plaît pas mal également. On a des outils pour innover également, qui sont différents des mécanismes CK. On a, par exemple, on a un outil qui s'appelle UNPC Monitoring, qui consiste à faire grossir une idée en augmentant la probabilité que UNPC soit important. Et en fait, on est très inspiré par la théorie des options réelles, c'est-à-dire que finalement le choix qu'on a fait à un moment donné révèle sa valeur sur le marché. J'ai dépassé 5 minutes. Oui, je termine vraiment. Je vous montre simplement je vous montre ce qu'a donné la lampe chez Stanley Black & Decker. Cette lampe donc, a été développée dans leur design lab hein, et ils sont à l'étude d'en faire plusieurs lignes de produits et ils vont la commercialiser. Et donc typiquement l'idée c'est la lampe tentaculaire qui peut se ventouser, se clipper, ou être magnétique et on va pouvoir éviter les ombres portées des garagistes ou des bricoleurs. Donc la grande conclusion c'est de la méthode ne nuit pas à la créativité ou à l'innovation, au contraire elle l'organise. On a ici un ensemble d'outils qui ont été développés, de petits outils ici qui ont été développés et qui font l'objet d'un savoir qui est enseigné. Vous avez un site web qui parle de la méthode et qui fait témoigner un certain nombre d'industriels également. Et puis derrière ça, on a 4 thèses de doctorat qui démarrent. C'est une qui va utiliser des outils de deep learning pour alimenter la structuration des connaissances dans le processus ici de gestion des connaissances qui alimente la pose du problème. Donc avec une société qui est très pointue en algorithme de deep learning. On a une deuxième thèse qui démarre
avec une société qui fait de l'enseignement digital pour digitaliser le cours. On a un modèle de compétences sur ce qu'on appelle compétences de processus d'innovation. Et l'idée, c'est de pouvoir définir d'où on part quand on est un cadre en innovation, quel est le niveau qu'on veut obtenir, et de générer en conception modulaire une trajectoire personnalisée d'apprentissage à partir de briques digitalisées. La troisième thèse, c'est sur un serious game. Donc on va développer un serious game digitalisé, c'est un projet de 2-3 ans également, de manière à en faire un outil dans les entreprises également, pour pouvoir être formé à la méthode et en une semaine résoudre un problème d'innovation d'une entreprise avec des vrais résultats à la fin. Et on va pouvoir soit faire 2 équipes qui vont s'affronter avec 2 solutions différentes, soit d'avoir plusieurs rôles au sein d'une équipe et une gamification du truc. Et la dernière thèse autour de READ, c'est que Thales veut, à partir du processus READ, en faire un processus central dans ce qu'on appelle un lab digital d'innovation. Et un lab digital d'innovation, c'est comment capturer un ensemble d'informations pertinentes au début d'un projet d'innovation quand il n'est pas encore bien posé, dont des informations qui viennent des simulateurs d'avions, de tanks qu'ils ont, par exemple. Et dans une salle de contrôle, une war room, comment assembler des éléments hétérogènes de séances de brainstorming, de simulation, de témoignages clients, pour, autour d'une construction progressive vers le choix d'un certain nombre de poches de valeur et leur résolution. Merci beaucoup, je sais que j'ai plus qu'abusé. Merci.